Des objets qui démontrent vraiment la violence de guerre. L'autre jour, je suis allé... Alors, de même, toutes les photos que vous avez là, ce sont des photos que j'ai récupérées. Celle-ci en particulier, là où il y a le flash, là, à Soins, dans la barbe, sur le corps d'un soldat allemand. Et c'est ce qu'on appelait un trophée de guerre. Et les Allemands faisaient la même chose. Surtout des photos allemandes, c'est marqué derrière, récupérées, soldats français, etc. Donc ça, le modèle, en fait, plus tard, en 1915, et ils vont supprimer la pointe, parce que le coup de sabre en 15, il y en avait plus. Oui, bah dévier, ça déviait les coups de sabre. Oui, c'est exactement. Jusqu'en 16. Mais sauf qu'il mettait une toile de jute pour le camoufler. Et puis ils ont enlevé la pointe. Niveau. Enfin, question de protection, ça déchire les cheveux, c'est tout quoi. C'est lui qui a voulu. C'est lui qui a voulu. Oui, c'est la guerre du 19e siècle. Alors là, ce clairon, il est, vous voyez devant, il y a un chiffre 46. Ça, c'est ce qu'ils avaient sur les packs de Paul. Donc c'est un clairon du 46e, ayant appartenu au 46e régiment d'infanterie. Régiment d'infanterie assez connu parce qu'il y a un auteur qui s'appelait André Pézard, on va voir dans la vitrine sur la littérature de guerre tout à l'heure, qui a écrit, qui est au 46 et qui a écrit Nous autres travaux quoi. Donc pour les gens qui travaillent sur la guerre de 14, quand on voit le 46, ça nous évoque Nous autres travaux quoi, qui est entre guillemets un best-seller de la Grande Guerre en même titre que Genevois, Barbuse, Le Feu de Genevois et puis ceux de 14 ceux de 14 de Genevois et voilà. dans le La canne qui est ici a appartenu au grand-père du monsieur qui est là-bas. Denis, oui, tu peux nous expliquer s'il te plaît la canne de tranchée? Oui. Puisque tu es un descendant. Oui. En fait, c'est mon arrière-grand-père. C'était Constantin Duval qui m'a ramené ça. Donc, on a la canne ici. Et en fait, c'est là d'être 14, quoi, parce que de l'autre côté, souvent, ils mettaient la date, hein, c'est ça, et puis leurs initiales de l'autre côté. Donc de l'autre côté, il y a Constantin Duval, CD, avec la date. Bon, lui est revenu de la guerre, il n'a pas été tué. En fait, parce qu'il était modèle. J'ai quelques cartes postales et des photocartes, là, comme ça. Ils envoyaient des photocartes, souvent. Et en fait, lui, il s'occupait de... On le voit, par exemple, avec des animaux... tu sais, avec des bœufs, là, avec tout un tas de ravitaillement derrière. Donc il devait être dans un truc de ravitaillement, je sais pas quoi. Donc à mon avis, il n'a pas dû aller beaucoup au fond. Il est à l'arrière. Donc ce qui fait qu'il est revenu, quoi. Moi, je ne l'ai pas connu, hein, dans les années 30, quelque chose comme ça. Mais on a toujours, dans la famille, on a gardé toutes ces choses-là. Donc les gens gardent toutes ces choses-là. Eh bien tiens, va la rose pour toi. Merci. On va coller ça dans leur cahier de vie, ils ont un cahier de vie. Mais c'est pas fragile du tout. On va pouvoir coller ça en cahier de vie. Vous pouvez la sortir comme vous voulez. Hein. C'est pas du tout fragile. Pas du tout fragile. Tiens, non. Hop. Et voilà, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'on dit, Étienne? Ouais, c'est pas mal. Hein. Merci, c'est super. Mais bon, il faut vraiment que la feuille se laisse. Ouais. Escasse. J'en ai d'autres qui sont moins sèches, faut que je les trouve. Oui, en fait, il ne faut pas les trop sèches non plus. Ah non, évidemment. Regarde, il y a des... Faut faire beaucoup d'essais pour y arriver. Ouais. Oui, sans doute. Et là, celles-là sont restées dans la maison, elles sont tranquilles. C'est la bonne époque pour les ramasser tout de suite. Oui, c'est la bonne époque. Non, ça c'était... On ne sait pas, parce que la voyez, on l'a dit complètement romancée. C'est la guerre moderne. C'est une guerre horrible qui leur arrive dessus, ils ne comprennent pas. Sauf ceux qui ont fait leur service militaire, mais ils ont un service militaire un peu à la napoléonienne, on fait des guerres napoléoniennes. Donc tous nos hommes, on perd 900 soldats par jour dans l'armée française. Au début du conflit, on se dit, on est en pantalon rouge, on fonce avec des pantalons rouges. C'est aux Allemands qui sont en felbron et qui tirent avec des mitrailleuses. Mais rendez, c'est l'enlèvement franche, chaque des cultures. Alors là, c'est là l'intérêt des objets qui rencontrent des témoignages. On va montrer que la guerre, c'est pas tout ce qu'on pense. Et à l'arrière, les gens s'imaginent que la guerre va dans la beauté, la grâce. Et on meurt au combat, tel un chevalier, c'est complètement. Ça va demander du temps pour faire comprendre à l'arrière que la guerre, c'était une guerre horrible. On meurt.
dans des conditions atroces. Tout l'intérêt des objets, c'est apporter un témoignage, une forme de témoignage et la bienvenue, et même ceux qui ne peuvent pas écrire ou qui ont du mal à écrire vont encourager les instituteurs qui ont tranché avec eux pour écrire à leur place et témoigner par la suite s'ils survivent ou non, sur des carnets, sur des carnets photographiques. Ça va bien. Oui, le fait de la performer comme ça, elle va changer, elle va pas sécher. Elle sera verte. Nous sommes dans un deuil important Qui se prolonge encore aujourd'hui. et qui se prolonge pour moi encore aujourd'hui. Un choc, on a beaucoup de familles qui n'ont pas eu de rapatriement de décor de leur père ou de leur grand-père. Hein. Ils sont morts dans la bataille de Verdun, déchiquetés. Hein. Donc, beaucoup de familles n'ont pas fait leur deuil. Donc on a gardé des objets, c'est pas du fétichisme, mais c'est surtout une filiation, une relation avec ces objets, rappelant le défunt mort au combat, ou le grand-père qui est rentré vivant, et on a conservé ces objets intacts parce qu'on va les conserver, on les transmettra aux générations futures. Enfin, moi je le souhaite. L'état de conservation, comment vous l'expliquez? C'est parce que je me fais très attention. Tout simplement, je mets de l'antimite. Et on protège ces objets de cette façon-là, il n'y a pas de solution. Et on les ressort pour les présenter au public. C'est pas la première fois que je le présente. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette présentation de cet uniforme, les photographies bien sûr, mais les médailles de guerre qu'il a, le carnet de Poilly, son écrit de Poilly, c'est très intéressant parce que là, il écrit toute sa guerre au jour le jour. Avec une plume. Et souvent ces carnets sont repris dans les années 20 et recopiés quelquefois au propre parce qu'ils sont plus visibles pour les générations futures. Et quelquefois ces carnets sont suivis du carnet de 1940-1945. Parce que certains soldats vont reprendre le combat en juin 40. C'est le cas de votre arrière-grand-père? Alors justement non, il va raconter plutôt l'occupation allemande à Tingeois et la libération du quartier de 44 à Tingeois, ce qui nous a été très très utile pour nos recherches historiques aussi sur d'autres sujets. Voilà. Mais si je reviens à la Première Guerre mondiale, en quoi la Basse-Normandie est concernée finalement, parce que c'est pas un terrain de combat? Détrompez-vous, la Première Guerre mondiale, nous sommes une base arrière de la Grande Guerre. La Basse-Normandie est un camp retranché immense. Vous avez des hôpitaux auxiliaires partout. Tous les soldats du front qui sont blessés sont soignés dans notre région. Nous avons des hôpitaux à Tingeois. Je connais que Tingeois est l'hôpital numéro 2210. Vous en avez à Alençon, vous en avez à Condé, vous en avez partout. Vous avez des camps de réfugiés belges. Les gens du Nord ont fui les combats, ont fui les Allemands. Mais on est très très loin du front. Non, on n'est qu'à 250 km, 300 km de camp. C'est pas loin, à vol d'oiseau. Donc on rapatrie par chemin de fer ou par véhicule tous les blessés, tous les grands blessés. On a des camps militaires d'entraînement à Mortagne, partout, où on s'entraîne pour le combat. Donc c'est une base arrière extraordinaire, avec beaucoup de population. On a des travailleurs chinois qui sont là à Caen. Vous avez des travailleurs chinois, on a besoin de main-d'œuvre. Les entreprises de Condé sont reprises par les Belges qui dirigent les entreprises parce que les dirigeants sont au combat. Donc les réfugiés belges industriels reprennent possession des usines sur Condé-Somaro. Donc il y a une industrie aussi de munitions, d'équipements militaires. Toutes les industries ici sont très... Notre bocage est très développé industriellement à l'époque et les entreprises travaillent pour l'effort de guerre. Donc ici, vous qui êtes amateur d'objets, vous trouvez des objets de la Première Guerre mondiale ici? Absolument. Chaque soldat a ramené des souvenirs. Ou au moment de leur permission. Donc ils ramènent des trophées de guerre, ils ramènent des objets d'artisanat de tranchée qu'ils ont fait eux-mêmes, qu'ils ont quelquefois achetés à des gens plus doués qu'eux au niveau technique et au niveau artisanal. On échange contre le perlot, c'est-à-dire le tabac, contre un objet d'artisanat de tranchée à son voisin. Voilà, donc tout est bon à prendre et à ramener pour le souvenir. Okay. On va parler d'artisanat de tranchée, ça peut? Oui. Ce soldat, qui sont des artisans, mais dans un niveau gros, qui travaillent le bois, qui travaillent le fer, ils savent faire dans le système de bois à l'origine. Ensuite, ils vont faire des œuvres artistiques beaucoup plus élaborées pour certains, parce qu'ils sont doués. Parce qu'à travers ce groupe, il y a aussi des soldats qui sont un peu artistiques, bijoutiers, qui savent faire graver sur une lame et faire des choses exceptionnelles. Et pendant les combats, ils ont le temps de fabriquer des objets comme ça? Absolument, on les voit toujours dans les offensives en permanence, des moments de creux, de cafards, de période d'inactivité. Donc il faut une équipe psychologique pour tenir. Alors on écrit, on envoie des lettres, des milliers de lettres chaque jour. Poilly fait 2 ou 3 lettres par jour, ça fait pour tenir. Mais on fait de l'artisanat tranchant pour s'occuper de l'esprit, pour s'évader, parce qu'on est avec des outils, des objets, on récupère dans les ruines des maisons, dans le système d'ailleurs. Et en fait, ça permet de tenir aussi et de s'occuper de l'esprit.
Exemple, on a devant nous une vitrine qui est pleine à craquer de ces objets qui ont tous été faits dans les tranchées. Pas tous, parce qu'on a les tranchées, finalement il y a la tranchée, il y a le no man's land, entre les deux tranchées allemandes et françaises. Dans le no man's land, il y a plein d'objets hétéroclites suite après les combats. C'est des poilés qu'on cherchait dans ces endroits qui sont dangereux d'ailleurs. Parce qu'on peut se faire tuer par un sniper, par exemple. Et donc on a récupéré des têtes d'obus en aluminium, par exemple, des morceaux d'uniforme. C'est de la matière première, ça. Absolument, c'est de la matière première. On récupère ça pour faire des objets personnalisés avec un bouton uniforme allemand, sur l'étain, sur le briquet qu'on fait en souvenir. On récupère déjà ça. À l'arrière, les artilleurs ont des doubles 75 77 là-bas. Et donc, avec ça, plus à l'arrière, on va pouvoir faire des œuvres d'art plus sophistiquées, en train de se repousser avec du matériel plus sophistiqué, parce qu'à l'arrière, on a plus de matériel qu'à l'avant. Et ça vient de l'arrière ou de l'avant, ce qu'on a sous les yeux. Vous avez de tout. Donc là, l'aluminium, par exemple des bagues, là, on a fondu l'aluminium après avoir récupéré du calcium, par exemple, mais un petit peu à l'arrière. Parce qu'il faut avoir quelque chose pour faire du feu, une casserole, et faire fondre. On est juste un petit peu à l'arrière. Par contre, les parties bois, il faut savoir que nos forêts sont détruites dans des topographies très différentes. La taille, il y a des centaines de mètres de diamètre. Chaque trajet est différent. Chaque soldat va trouver des matières premières différentes au niveau de la nature. Dans les forêts vosgiennes, qui sont en partie détruites, dans les forêts de Bourgogne, on travaille le bois. Donc là, vous voyez, on voit un dragon sculpté avec des ici en bois, et on a fait cette forme-là simplement proche de la cloche. Les crucifix, on est très catholiques, très religieux. On met le Sacré-Cœur de Jésus sur le drapeau de la République. Ce qui n'est pas du tout autorisé par la Constitution. Là, c'est un crucifix qui est fait en... C'est un crucifix qui est fait en cuivre, béton, avec code métallique. Il y a un ceinturon, beaucoup de ceinturons allemands, très prisés par les Français pour le mettre un peu sur un crucifix, sur un de la récup du front. Voilà, exactement. Alors, la technique avance aussi. Sur le conflit de 1916 et 1915, on voit des sous-marins, on voit des marins, on voit des bateaux. Les antiques composants n'ont jamais sorti avant. Et reproduits en sculpture, alors. Et les reproduits en sculpture. En miniature. En miniature, comme des jouets, des petits avions, des biplans, et on retransmet tout ça pour les générations futures. C'est des choses techniquement nouvelles, des chars aussi qui vont être plus tard sur le fond, qui vont être transformés en jouets, des sous-marins. Là, on a un sous-marin. Expliquez-moi. Alors là, nous avons un sous-marin qui est extraordinaire parce que c'est un encrier. Et on a des portraits par du bleu, on voit les portraits des soldats qui sont peut-être disparus, qui ont été tués au combat, ou qui sont des portraits de la famille, mais on les distingue bien à travers le bleu. Donc c'est un objet assez extraordinaire avec des dates, 1914 et 1916. C'est un sous-marin miniature. C'est un sous-marin miniature, absolument, qui sert de figure. Qui est constitué, fabriqué complètement dans les tranchées. Ah oui, parce que le bois qu'elle a été récupéré dans les forêts détruites. Et on a pour la foison, on a pu servir. On s'en sert pour faire des canonniers dans les tranchées, mais on s'en sert aussi pour faire des œuvres d'art ou des choses utilitaires. Voilà. Est-ce qu'on sait le lien qu'ont ces objets avec la Basse-Normandie, avec le bocage? Parce qu'ils sont ici à Condé-sur-Noireau, mais on ne sait pas trop d'où ils viennent. Ils viennent de la région, parce que c'est des objets que j'ai trouvés, moi, personnellement, dans les familles, peut-être dans les brocantes. Même souvent dans les brocantes, des vides-greniers, ce qu'on appelle des vides-greniers. Beaucoup de gens se séparent de ces objets-là parce que ça ne fait pas toujours la provenance, ou pas la connaissance historique nécessaire. Et souvent, ce sont des objets qui appartiennent à la famille. Ce qui est malheureux, après tous ces récupérations, c'est un cancer, mais c'est ça l'intérêt. Donc vous pouvez nous assurer, premièrement, que ça date bien de la Première Guerre mondiale, et deuxièmement, que c'est un lien avec la région. Oui, absolument. Bah, ça se voit déjà, on voit les objets déjà, on voit bien comment ça a été fait travailler, l'imagerie qu'elle représente très, très précise. On voit par exemple il y a une caricature. La propagande dans la bannière est très présente. Alors les douilles. D'où on les tourne, on mélange avec du zinc, on prend là, puis on les 75 ou 76. Et là on voit un coq de la République française qui écrase le casque à pointe allemand. Ce qui veut dire qu'on est force, on écrase un soldat. Mais cette décoration, elle a été faite dans les tranchées. Elle a été faite, pas tout à fait dans les tranchées, derrière les tranchées, parce que c'est toujours la matière première de l'artilleur. Donc les artilleurs sont toujours à l'arrière des tranchées. Ils tirent au canon, mais c'est pas dans les tranchées. On ne peut pas tirer au canon dans les tranchées, c'est des boyaux très étroits, très compliqués. Donc on récupère la matière première à l'arrière, et au moment de temps de repos, quand on sort de la tranchée, se reposer dans les arrières, on a l'occasion de chez les artilleurs de cuivre comme ça, pour les soulever avec des gabarits ou repoussés ou ciselés, travailler cette
que je comprenne bien ces douilles, quand elles sont tirées, elles ne sont pas décorées, c'est une fois qu'elles ont été tirées, on les récupère et on les décore. Absolument. C'est un support décoratif. C'est un support mortifère, parce que c'est mortuaire, qui va être, sur lequel on donne la vie, en fait, en gravant une image précise de propagande, de film ou érotique, pourquoi pas, de femmes avec un homme entrelacé. Une imagerie patriotique aussi, avec les couleurs de la République française. On peint la douille aussi en rouge ou en bleu, pour rappeler le drapeau. On peut très bien mettre un Sacré-Cœur de Jésus aussi sur la douille, pour rappeler sa religion catholique, un signe de franc-maçonnerie. Tout le support et les valeurs pour expliquer différentes Est-ce que, il s'est posé la question aux familles, est-ce que vous voulez que le corps soit ordonné? Ou bien, est-ce que vous voulez qu'il soit inhumé dans une nécropole nationale aux frais de l'État? Sachant que la France a choisi des nécropoles de rassemblement. Au contraire des Anglais, par exemple, vous baladez on va prendre 44, vous baladez dans le coin, vous avez une petite pancarte comme Noël Foire-Grave commissionne. Parce que la tradition anglaise, c'est là où le soldat a versé son sang, c'est là qu'il doit être inhumé. La tradition française, c'est plutôt des nécropoles ce sont des nécropoles de rassemblement. Il y a à peu près 250 000 début des nécropoles nationales, voilà. Et également, vous avez des campagnes d'affichage dans les communes. À Arras et les champs de bataille, c'est vraiment le tourisme de guerre. Alors, pour information, si vous avez un ancêtre qui est décédé au cours de la Grande Guerre, la SNCF, vous avez droit à 70% de réduction sur le billet de train pour pouvoir aller visiter la sépulture de votre aïeul. Même en toujours TGV. d'actualité. Pardon? Même en TGV. La SNCF dans sa globalité. Ah ouais. C'est effrayant. C'est étonnant. Non, mais je demande parce que... Alors, ici, donc, on va aborder une thématique qui sera développée par les...